Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article de recherche qui m'a vraiment étonnée. Grâce à une fresque du XVIe siècle, des botanistes ont pu déterminer les caractéristiques génétiques des cucurbitacées, la famille de plantes qu'ils étudiaient. Alors, ce qui m'a interpellée là-dedans, outre la poésie phonétique du mot cucurbitacée, c'est le fait que des scientifiques se servent de peinture pour faire des recherches aussi précises. Alors, j'ai creusé un peu le sujet et j'ai découvert des choses assez dingues. Cette toile a permis de mesurer la hausse du niveau des mers à Venise. Celle-là de protéger les côtes des inondations, et on a découvert que celle-ci cachait un message géopolitique, et celle-là, un immense mensonge. Alors oui, les tableaux peuvent être des outils super utiles pour les chercheurs, et je pense que vous serez surpris par tout ce que peuvent nous apprendre les toiles de Monet, Van Gogh ou Gauguin. On peut déjà utiliser les tableaux pour étudier l'évolution du climat et de l'environnement. Alors, savoir à quoi ressemblaient le climat et l'environnement il y a plusieurs siècles, c'est toujours très utile. Ça permet de réaliser l'ampleur des changements climatiques, de mieux comprendre les causes de ces changements et éventuellement d'anticiper leurs conséquences, avant d'aller s'enfouir sous un plaid et noyer son désespoir dans des litres de café. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours de données scientifiques précises sur des époques où la photographie, les relevés de terrain et la poésie subtile des tableurs Excel n'existaient pas. Du coup, les tableaux sont très précieux. Ils nous montrent à quoi ressemblait le monde avant la photo, parfois plus directement que des sources écrites, et surtout, on peut en tirer des données scientifiques fiables et utiles. C'est parti pour quelques exemples. Cette équipe de chercheurs voulait étudier l'évolution des glaciers du Mont Blanc pour étudier les conséquences potentielles de la fonte des glaces qu'on observe aujourd'hui. Mais impossible de trouver des photos, qui n'existaient pas encore, ou des relevés de terrain, puisque les scientifiques de l'époque avaient d'autres préoccupations que de crapahuter sur un glacier. Du coup, les chercheurs ont utilisé les tableaux d'artistes de l'époque. Ils montrent que cette œuvre, par exemple, illustre précisément le recul de la mer de glace, puisqu'on voit notamment de la glace morte qui s'est détachée avec le retrait du glacier, juste devant là, et des étangs qui sont formés devant la langue du glacier. Le retrait des glaciers, il est aussi documenté par ce tableau-là, qui représente, lui, la chute de gravier et de blocs de granit causés par la fonte des glaces. Du coup, en croisant ce tableau avec des textes d'époque et des photos ultérieures, les chercheurs ont pu retracer l'évolution des glaciers du Mont Blanc 50 ans avant la photo et en déduire les conséquences que pouvait avoir la fonte des glaces aujourd'hui, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, deuxième exemple que je trouve assez impressionnant, un chercheur italien a calculé la hausse du niveau des mers à Venise depuis 1600 grâce à des tableaux de la Renaissance. Alors, comment il s'y est pris? Alors déjà, il s'est assuré que les tableaux représentaient fidèlement la réalité. C'était le cas puisqu'en gros, les artistes de l'époque utilisaient beaucoup une caméra obscura. Je sais pas si vous connaissez, en gros c'est un petit appareil, c'est un peu l'ancêtre de l'appareil photo, et ça permettait d'obtenir sur papier l'image de la réalité pour ensuite la décalquer. Ouais, les artistes étaient des petits malins à l'époque. D'ailleurs, on pense que Vermeer aurait pu employer cette technique. C'est pas avéré, mais ça pourrait expliquer le réalisme assez impressionnant des couleurs et des textures dans ces toiles. Ensuite, le chercheur a voulu trouver un élément indiquant le niveau des eaux de manière fiable. Alors, plutôt que de regarder à quel niveau arrive l'eau sur le tableau, qui peut correspondre en gros à n'importe quel niveau entre marée haute et marée basse, il s'est intéressé à la trace laissée par les algues, qui montre le niveau de la mer à marée haute. Et il a comparé le niveau de cette trace d'algues sur les tableaux et aujourd'hui. Par exemple, sur ce tableau de Véronèse, on voit 5 marches sans algues sur les escaliers de ce bâtiment, alors qu'aujourd'hui il y a des algues sur toutes les marches. Du coup, en calculant la hauteur des marches, on a pu déduire la hausse du niveau de la mer apparent à Venise depuis 1570. Et là encore, ce travail a été super utile. Il a permis d'anticiper les conséquences de la hausse du niveau des mers à Venise, qui cause de gros problèmes, notamment d'inondations et de bâtiments qui risquent de s'écrouler parce que leurs fondations sont rongées par l'eau de mer. Un autre exemple dans la même veine, c'est cette géographe qui a utilisé des peintures pour expliquer les évolutions récentes des côtes de Bretagne et de Normandie, qui menacent parfois l'environnement et les habitants. Alors, sa méthode est super originale. En fait, elle a sélectionné 55 images de littoraux, peintures, gravures, dessins, puis elle est allée sur le terrain pour rechercher l'emplacement des paysages représentés et pouvoir comparer le paysage représenté sur la peinture au paysage actuel. Les changements étaient parfois assez importants. Vous voyez ici que cette plage de Honfleur peinte par Seurat est devenue une rue, et même chose pour ce paysage du Tréport qui s'est complètement urbanisé. Ensuite, la chercheuse a proposé plusieurs dynamiques, d'origine humaine ou naturelle, qui pouvaient expliquer ces évolutions. Vous voyez là ce que ça donne pour un tableau de Saint-Malo. Tout ça lui a permis de conclure que le littoral avait surtout évolué sous l'effet des actions humaines, comme la construction ou le retrait de bâtiments, et ça lui a permis aussi de trouver des solutions pour mieux aménager les littoraux. Donc ouais, en plus de décorer les murs des musées,
Monet pourrait nous permettre d'éviter des submersions marines meurtrières. Pas mal, non? Bon, vous voyez que les résultats obtenus suite à l'étude des tableaux, ils ont une utilité concrète. Et d'ailleurs, ils servent souvent à mettre en place des mesures de protection de l'environnement et de gestion des risques. Premier exemple. En Australie, on voulait restaurer des écosystèmes passés, et donc pour ça, on voulait savoir à quoi ressemblaient les paysages il y a quelques siècles. Du coup, des chercheurs ont regardé des tableaux d'époque, les ont croisés avec des textes scientifiques de la même période, et ça leur a permis de connaître la tête des paysages passés, donc la végétation, la faune, etc., et de comprendre pourquoi ils s'étaient transformés, par exemple à cause de la coupe d'arbres liée à l'arrivée des colons européens. Et tout ça a été très utile pour mener des politiques écologiques de restauration des milieux naturels. Autre exemple, les tableaux permettent aussi de sensibiliser à l'ampleur des changements environnementaux, et parfois plus efficacement que des chiffres ou des longs discours qui donnent plutôt envie de s'enfouir dans un bunker pour regarder Love Actually sous une couette. Par exemple, ces chercheurs y montrent que exposer des peintures d'inondation le long des chemins de randonnée permettrait aux gens de contempler des œuvres d'art ailleurs que dans un musée avec un audioguide qui leur déverse une page Wikipédia dans les oreilles, ce qui est plutôt cool, mais surtout que ces tableaux rappelaient aux gens l'existence d'un risque d'inondation à l'endroit où ils se baladaient allègrement et les incitaient à rester vigilants. En bref, les tableaux permettent de mettre en œuvre la culture du risque dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui devient essentielle avec la multiplication des catastrophes climatiques. Ok, donc dans les exemples précédents, les chercheurs savaient que les tableaux étaient réalistes. Mais parfois, certains tableaux nous mentent, entre guillemets. Et bien dans ce cas-là, grâce à leur connaissance, les chercheurs vont pouvoir comprendre pourquoi les peintres ont modifié la réalité. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous révèle la réalité politique ou les préjugés géographiques d'une époque. On va prendre deux exemples qui m'ont complètement étonné. Les peintures d'hiver hollandais et les tableaux de Gauguin. Lui, c'est Alexis Mesger. En écrivant sa thèse sur les tableaux hollandais du XVIIe siècle, il a remarqué que beaucoup de toiles représentaient des hivers très rigoureux avec des étangs gelés et de la neige abondante. Au début, ça l'a pas trop étonné parce que ces tableaux ont été peints pendant le petit âge glaciaire, une période de refroidissement généralisé. Mais en étudiant les textes et les relevés météo d'époque, il a remarqué que les scènes représentées ne correspondaient pas vraiment à la réalité du climat de l'époque. Les artistes peignaient beaucoup de paysages gelés alors que le gel était en fait assez rare, et très peu de précipitations alors que d'après les relevés, elles étaient plutôt fréquentes. Ce qu'a découvert Alexis Mesger, c'est que les artistes falsifiaient la réalité dans deux buts précis. Premier but, permettre au peuple hollandais de se forger une identité autour du froid et de la neige, à la fois pour créer une unité nationale et pour s'opposer aux Espagnols et à leurs paysages ensoleillés, à une époque où l'Espagne était la grande ennemie de la Hollande. Et le second but de ces peintres, c'était de montrer des paysages gelés où toutes les classes sociales s'amusaient ensemble dans la joie et la bonne humeur, pour montrer que leur nation était unie, égalitaire et heureuse. Bon, des tableaux qui, comme Ryan Gosling, sont un peu trop parfaits pour ne rien cacher, puisqu'en réalité, à l'époque, on trouvait des paysans morts de froid dans les caniveaux. Donc grâce à des recherches en géo, en histoire et en climatologie, on a découvert que derrière cet innocent paysage d'hiver, il y avait de la politique et de la géopolitique. Bon, je ne veux pas me transformer en complotiste qui voit des messages cachés dans des enseignes de pizzeria, mais grâce aux chercheurs, on a aussi découvert une réalité très étonnante et très troublante sur les tableaux de Gauguin. Changement d'ambiance, on part à Tahiti. Jean-François Stazac est géographe et il a étudié les toiles qu'a peint Paul Gauguin à Tahiti vers 1900. Vous les connaissez sûrement, beaucoup représentent des femmes dénudées et a priori, il n'y a rien de surprenant. On se dit qu'il faisait plutôt chaud à Tahiti et que les femmes avaient donc l'habitude d'être habillées légèrement. En fait, pas du tout. Tahiti avait été évangélisé par les protestants et les femmes là-bas étaient très pudiques. Donc si elles sont nues sur les tableaux, c'est uniquement parce que Gauguin leur avait demandé de se dénuder. Alors pourquoi Gauguin a-t-il déformé la réalité ? Parce que quand il part à Tahiti, il pense trouver là-bas la civilisation primitive et sauvage décrite par les explorateurs occidentaux. Mais une fois sur place, il se rend compte que ces représentations ne correspondent pas vraiment à ce qu'il a sous les yeux. Il va donc peindre des scènes qui ne correspondent pas à la réalité, mais à sa vision des choses, fondée sur l'opposition entre un monde occidental civilisé et un monde oriental sauvage et primitif. Du coup, sur ces toiles, on ne voit pas Tahiti telle qu'elle était à l'époque, mais la perception qu'en avaient les Occidentaux. Et le fait qu'on ait cru voir une représentation fidèle de Tahiti dans ces tableaux, ça nous montre le pouvoir de la peinture, sa capacité à créer une réalité nouvelle. D'ailleurs, quand on y pense, ça nous montre aussi le pouvoir des chercheurs qui peuvent décrypter ces tableaux et nous éviter de tomber dans le panneau. Ok, on récapitule. Croisés avec d'autres sources, les tableaux peuvent nous aider à comprendre les changements environnementaux,
les rapports entre les sociétés et leur environnement et à mieux gérer les risques climatiques. Tout ça, ça nous invite un peu à décloisonner les disciplines pour faire bosser ensemble géographes, climatologues, biologistes et historiens de l'art. Voilà, n'hésitez pas à lire la description, je vous ai mis d'autres exemples de tableaux utilisés par les chercheurs. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous en connaissez, ça m'intéresse. Voilà, vous pouvez aussi partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup et ça ferait aussi connaître le sujet, donc d'une pierre deux coups. Vous pouvez aussi vous abonner, on pourrait reparler sur cette chaîne de sujets méconnus comme celui-là. Avant de vous laisser, j'ai écrit un article de vulgarisation sur un des travaux cités dans cette vidéo. Il est paru sur le site Papier Mâché. Alors je vous invite, dans un geste d'autopromo pas du tout original, à lire cet article, mais surtout à aller voir le site Papier Mâché, qui rend accessible en gros des publications scientifiques et qui peut vous apprendre à changer de corps en un clin d'œil ou à connaître la mécanique de la cuisson des spaghettis. Franchement, ça vaut la peine. Vous avez de quoi réfléchir. À la prochaine.